Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et à mes côtés, M. Frédéric Deroy, mon commentateur et analyste émérite. Alors bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Passez une belle semaine? Oui, certainement. Alors on est prêt pour s'attaquer à une autre revue de l'actualité de la semaine qui a été très faste encore une fois, mais on va débuter notre émission avec notre invité spécial de la semaine. Alors on a avec nous l'artiste et naturaliste Mme Gisèle Benoît. Alors bonjour Mme Benoît. Bonjour. Alors aujourd'hui vous êtes avec nous notamment pour nous parler d'un prix du Musée canadien de la nature dont vous êtes en nomination. Donc, je vais vous laisser nous parler de cette possible reconnaissance-là que vous pourriez recevoir le 7 novembre. Bien, déjà, pour moi, d'être comme finaliste, c'est déjà une reconnaissance parce que nous sommes seulement 3 personnes dans la catégorie adulte. Ce sont les prix Inspiration Nature qui récompensent les efforts mis de l'avant par des gens ou des organisations pour faire en sorte que le public ait le goût de se rapprocher de la nature, d'entamer une démarche de peut-être mieux comprendre comment fonctionne la nature, les lois naturelles, et pour pouvoir agir ensuite pour la protection de la nature. Alors, ça récompense un petit peu l'œuvre qu'on a faite, mais pas seulement au niveau de la peinture animalière, mais c'est beaucoup plus large. Ça inclut beaucoup les documentaires qu'on a fait avec mon père aussi. Oui, bien, je voulais en venir là, justement. C'est pas une œuvre en particulier, on parle de l'ensemble de votre œuvre et aussi de la démarche, j'imagine, qui est inclus là-dedans. Oui, ce prix-là vient souligner un peu les efforts qu'on a fait au niveau de la vulgarisation scientifique, excusez-moi, de faire connaître les animaux puis la faune, parce que nous, c'est beaucoup axé sur la faune, la compréhension du comportement animal. Et ça vient récompenser, on remonte à longtemps, notre film En compagnie des orignaux qui est sorti en 1993. Ouais. Ensuite, Des oiseaux pas comme les autres en 1995. Et plus récemment, Les carnets sauvages qui est sorti en 2007 à Radio-Canada puis à RTV. Et ça vient un peu donner, moi je trouve que c'est une reconnaissance aussi au niveau de notre message, qui est un message de conservation, mais un message de... Il faut voir la faune maintenant différemment. Il faut essayer de changer notre état d'esprit, qui est un état d'esprit de domination de la nature, qu'on dit tout ça, ça nous appartient, puis on est les maîtres de tout, on peut gérer comme on veut. Ce sont des ressources. Il faut essayer de changer ça, puis de dire, c'est un écosystème, c'est fragile. La moindre intervention qu'on fait maintenant peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, il faut essayer de se dire, on appartient à ce grand tout-là. Le monde sauvage, il est important, il n'est pas assez protégé, et c'est un peu le message qu'on passe. Et justement, je pense que vous n'aimez pas utiliser le mot sauvage lorsqu'on parle des animaux. Le mot sauvage est très péjoratif parce qu'on se dit, il est sauvage, alors il n'est pas apprivoisé, il est dangereux, c'est sûr qu'il est dangereux, il est sûrement nuisible aussi. Alors on a mis tout un paquet de définitions au mot sauvage qui fait que quand on voit un renard ou on voit un loup ou on voit même un ours, là c'est effrayant, c'est qu'il y a un drame, on va appeler l'armée pour se protéger, il faut appeler le ministère, le dire. Là. On n'est pas capable de vivre proche de ça. On n'est même pas capable de le rencontrer dans un parc. Souvent, il y a bien des gens qui paniquent parce qu'ils ont vu un renard. Là, alors, on a un paquet de préjugés qui fait que dès qu'on met l'épithète sauvage, là, c'est très, très dangereux. Mais moi, l'épithète sauvage, c'est pas comme ça que je le vois. Il faudrait qu'on le change. Dans notre mentalité, il faudrait qu'on se dise, ce qui est sauvage, OK, c'est parce qu'il est autonome, il n'a pas besoin de nous, contrairement à notre animal domestique. Mettons-le en contradiction avec notre animal domestique, qui, lui, est dépendant de nous à 100%. L'animal que l'on dit sauvage, en réalité, il est libre. Il n'a pas besoin de nous pour survivre, s'organiser, puis être bien, prospérer. Hein? Alors, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous pantoute. Et justement, vous, dans votre démarche, lorsque vous allez en nature pour croquer des clichés, ensuite les reproduire, on parle d'une véritable immersion. Là. Oui. C'est pas un voyage d'une journée, on croque un orignal et on revient. Si vous nous parlez un petit peu de cette démarche-là qui se veut très, très à proximité là, des bêtes libres. Oui, les animaux libres, c'est parce qu'on voulait vivre, mes parents et moi, proches d'eux, pour les comprendre, pour réaliser l'incroyable merveille que constitue cette façon-là qu'ils ont de vivre libre. Il fallait être libre, nous aussi. Alors, quand on veut étudier les animaux sauvages, on devient sauvage. On est devenus sauvages, nous aussi. On est des gens libres.
Alors, on est parti à un moment donné, au moment où nos films, nos premiers documentaires nous avaient mis vraiment sur la sellette, puis qu'on était en demande dans les médias, on était devenus des figures médiatiques dans le domaine. Ce qu'on a fait, mes parents et moi, on a tout planté ça là, puis on est parti s'exiler dans le fond des concessions, dans le nord de l'Ontario, dans une région très sauvage, très peu développée au niveau touristique. On a eu les autorisations pour avoir un camp de base là-bas, où on a passé pendant plusieurs années, des mois consécutifs. Là, on arrivait dès que la neige fondait, puis on repartait là, au mois de novembre. Mais tout ça pour vivre vraiment en immersion dans le monde sauvage, un peu comme Grial l'avait fait dans le temps avec ses castors. Et ça a été les plus belles années de notre vie. On avait pour voisin l'ours, l'orignal, le castor. On se réveillait le matin, il y avait des traces de loups autour du camp. On les entendait hurler. Et puis on a pu vraiment s'intégrer à la vie de ces animaux-là, pouvoir les observer. C'est extraordinaire. Et justement, qu'est-ce qui fait que ces animaux-là vous ont accepté dans leur écosystème ou dans leur monde? C'était un endroit protégé, la réserve faunique de Chapleau, depuis 1925. Alors, il n'y avait pas de trapage, il n'y avait pas de chasse. Il y avait de l'exploitation forestière, par contre, mais au niveau de la faune comme telle, il n'y avait pas d'intervention humaine, là, de gestionnaire puis d'affaires de même. Alors, les écosystèmes puis les populations animales, ils étaient vraiment dans un niveau qui était équilibré. Alors, ce qui faisait, puis c'était immense, on parle de 7000 km², on ne parle pas d'un petit parc comme le parc de la Gaspésie, 800 km², là. On parle d'un territoire où il n'y a pas de chasse puis pas de trappe, un territoire de 7000 km². Alors, dans le centre de ce territoire-là, si on rencontre des loups, ce sont des loups qui n'ont pas eu de mauvaise expérience avec des humains. Ce sont des loups qui peuvent avoir potentiellement une ouverture, puis qui ont pu comprendre qu'on ne représentait pas une menace pour eux. Alors, avec beaucoup de patience, beaucoup de psychologie animale aussi, on a pu faire accepter notre présence sur un site de rendez-vous de loups, en faisant bien attention pour ne pas déroger à leurs règles, ne pas se montrer envahissant, respectueux, en étant très respectueux. Ils ont accepté de se montrer devant nous, puis ils ont accepté aussi, surtout, puis ça c'est la plus belle marque de confiance de leur part, qu'on puisse observer leurs jeunes. Okay. Alors ça a été pour nous le déclenchement de toute une espèce de cheminement qui a fait qu'on s'est rapproché du loup comme espèce. Puis on avait toujours été fascinés par le loup, mais jamais on n'aurait cru possible de pouvoir aller l'observer dans son intimité, de pouvoir être accepté par une meute à l'état sauvage comme ça. Et j'imagine qu'il faut arriver aussi avec un état d'esprit où on n'a pas de crainte à la base. Ben oui, il ne faut pas avoir rien à cacher. D'abord, nous, on n'avait pas peur des loups. On sait que c'est un animal qui n'est pas agressif avec l'être humain et il est inoffensif. Les cas d'attaque de loups, vous pouvez compter ça sur les doigts de la main. Puis souvent, c'est des animaux qui sont dans des jardins zoologiques ou bien des animaux qui sont malades à l'état sauvage. Là. Alors, on n'avait pas ce préjugé-là de la peur. On avait une incroyable fascination pour eux. Depuis que j'étais tout petite que je rêvais de voir des loups à l'état, dans la nature, en milieu naturel. Et je pense qu'ils ont senti peut-être même jusqu'à une certaine façon qu'on était admiratifs d'eux. On était là pour les voir. Puis ils se sont dit, ben on n'a peut-être rien à perdre. Montrons-nous. Puis ils ont fait leurs petites affaires, leur petite vie sans qu'on interfère aussi. Vous avez peut-être vu passer dernièrement, on parlait d'un parc aux États-Unis, je pense que c'est Yellowstone, qui ont réintroduit des loups dans le parc. Puis finalement, ça a rééquilibré tout l'écosystème du parc et ils disaient, bon, le loup a sauvé le parc, mais c'est un peu en contradiction avec l'image du loup qu'on se fait d'habitude. On le voit comme un prédateur et que c'est dangereux, un loup. Donc, c'est bien de ramener ça un peu dans l'actualité. Puis, j'ai un ami qui fait des films de la photo sous-marine, puis il a fait un film sur le fleuve, puis il disait, pour que les gens veulent protéger quelque chose, il faut d'abord qu'ils l'aiment. Donc, votre travail, c'est un peu ça, c'est de faire aimer, puis de montrer que la nature est belle et qu'il faut la protéger. Absolument. Puis ce qu'on a vu briller dans le regard du loup, on le retrouve dans le regard du chien. Le chien qu'on dit, c'est le meilleur ami de l'homme. Alors, si le chien, on accepte l'idée, puis c'est scientifiquement prouvé qu'il descend du loup, alors si le chien est bon, le loup ne peut pas être mauvais. Le loup, c'est le modèle de base, dans le fond. Toutes les qualités qu'on apprécie chez nos chiens, le loup les a à l'état pur. Fidélité, loyauté, courage, intelligence, dévouement, vie sociale, qui ressemble un petit peu à la nôtre aussi, faite autour d'une famille. Il y a une forme de hiérarchie aussi, c'est sûr, mais souvent, c'est parce que les documentaires aussi animaliers qu'on voit à la télé, tout ça, vont tomber dans le sensationnalisme, puis vont ne nous montrer que la prédation pour la prédation, juste pour qu'on voit le sang couler, là, puis les morsures. Mais ils n'expliquent pas pourquoi
que les lois de la nature sont d'une certaine façon, puis ils ne nous montrent pas non plus tout l'attrait, là. Le mode de vie de prédateur, c'est une chose, mais il y a toute la vie sociale de ces animaux-là qui est fascinante, puis qu'on ne nous montre pas, puis dont on ne nous parle pas. Puis c'est un peu notre mission, nous, de faire connaître cet aspect-là de leur vie. C'est ce qu'on a surtout étudié, puis c'est fascinant. Je vous entendais parler justement par rapport à la gestion des terres et tout ça. On sait que ça fait déjà un bon bout de temps qu'il y a un débat autour des zones protégées et du Parc national de la Gaspésie. Récemment encore, il y a quelqu'un qui me disait on peut même plus faire de vélo de montagne ou de randonnée. Ce qu'on nous répondait du côté du ministère, c'est que la présence humaine dérangeait le fameux cheptel de caribou, que ce soit du ski hors piste ou de la randonnée. Où vous positionnez par rapport à ça? Est-ce qu'on en fait trop ou pas assez pour protéger ce cheptel-là? Oui, ça dépend vraiment là, de qu'est-ce qu'on veut. Si on veut vraiment les protéger puis leur assurer un avenir, c'est sûr qu'il y a des sacrifices à faire. Puis les sacrifices à faire, c'est pas seulement aux coyotes puis aux ours qu'on piège à qui mieux dans le parc depuis des années, sans succès d'ailleurs. C'est pas seulement à eux de le porter, là, le blâme de ça. Est-ce qu'on veut avoir un endroit qui est extrêmement touristique, seulement touristique? Moi, je suis triste parce que, je vais vous dire franchement, depuis 40 ans que mes parents et moi, on observe la nature, que ce soit ici dans le parc de la Gaspésie ou que ce soit ailleurs, puis même en Ontario. Puis ce qu'on voit, c'est que les milieux naturels, le monde naturel recule sans arrêt. On en perd tout le temps. Que ce soit pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour de l'exploitation qui est industrielle, mais que ce soit pour de l'exploitation, à un moment donné, du tourisme de masse. On voit toujours ça reculer. Alors, qu'est-ce qu'on veut, nous, comme société? C'est un choix qui est un choix de société. Quand même que moi, je dirais, j'aimerais ça que le caribou survive, mais en même temps, j'aime pas qu'on le trappe dans le parc, parce que je trouve que ce n'est pas éthique, ce n'est même pas scientifique, c'est politique comme décision. Quand même que je dirais ça, quel pouvoir que j'ai, moi? C'est une décision qui doit être prise au niveau de l'ensemble de la collectivité, puis je pense que les gens, finalement, à force de pression, puis à force de lobby, c'est l'argent qui va gagner, puis malheureusement, est-ce que l'avenir qu'il y a le caribou de la Gaspésie, je ne le sais pas, mais personnellement, je ne suis pas tellement optimiste. Parce que je trouve que les mesures auraient dû être prises il y a très longtemps. Parce que si on regarde l'histoire du parc, il a été fondé en 1937. Les premiers inventaires aériens de caribous ont eu lieu dans le début des années 50. Il y avait à peu près 1000 caribous. Mais parallèlement à ça, qu'est-ce qu'on a fait avant ça, là? Bien, on avait tout éliminé les loups au sud du Saint-Laurent, partout dans les maritimes et même à Terre-Neuve. On a éliminé le prédateur apex. Alors, ça faisait longtemps déjà que les territoires, les montagnes de la Gaspésie n'étaient plus des milieux naturels. Parce que quand on parle d'un milieu naturel, c'est quoi un milieu naturel? C'est un milieu où ce sont les lois de la nature qui s'appliquent. Alors, nécessairement, il y a de la prédation. Il y a des herbivores, puis il y a des prédateurs. Ça fait partie du système. C'est ça. Ça, c'est un milieu naturel. Alors, tant qu'on va s'obstiner à dire on protège la nature, mais on intervient, puis on dénaturalise le milieu en enlevant le prédateur, en disant moi, je veux protéger ça, mais lui, j'en veux pas. Tant qu'on va agir comme ça, on ne fera pas vraiment de la protection de la nature. Bon, on n'a pas déjà on crée un monde artificiel. Hein? Puis, il n'y a pas déjà eu des wapitis, notamment dans le secteur, il y a longtemps? Il y a longtemps, il y avait du wapiti au Québec. Il y a très longtemps, il y avait du caribou dans la ville de Québec, puis même partout jusqu'au Maine. Bon, il y avait du caribou, là. C'est pas nouveau, ça, que le retrait du caribou se fait, là. Ouais. C'est pas dû à la prédation du loup. C'est pas dû à la prédation seulement du coyote aujourd'hui. Alors, une espèce comme le caribou, il en reste une soixantaine, peut-être 75, personne ne le sait exactement, là, ça varie. Mais quand une espèce qui n'est pas adaptable, qui est fragile au changement, comme le caribou, ne supporte plus la prédation naturelle, puis on l'admet que si on laissait faire les choses, elle s'éteindrait d'ici quelques années, bien c'est parce que techniquement, elle est presque éteinte déjà. Ouais. C'est un signal. Alors on s'acharne puis on dit non, on veut booster ça, on le met sur respirateur artificiel, on contrevient aux lois de la nature, on va plutôt taper, puis pénaliser, puis tuer, puis essayer d'éliminer l'espèce qui est hyper adaptable, le coyote, qui s'en vient à Gaspésie. Pourquoi? Parce qu'il y a une niche écologique qui est vide. Il n'y a plus de prédateurs apex. Alors lui, il arrive, le coyote, il a migré de l'Ouest canadien. Il s'en vient ici pour prendre la place du loup, puis il grossit, puis il devient un prédateur plus efficace, plus puissant, bientôt capable d'abattre des orignaux pour prendre la place vacante du loup.
Puis là, cette espèce adaptable-là, qui est en train de se métamorphoser sous nos yeux, qui est une grande merveille de la nature, à mes yeux à moi, là, mes yeux de naturaliste, bien, on n'en veut pas. Puis là, on le persécute, puis on prend des campagnes pour salir sa réputation, puis on fait de la désinformation au niveau des prédateurs. Puis ça va à l'encontre J'ai pris une petite note là-dessus parce que je trouvais que c'était important d'en parler. Oui, l'année dernière, il y a eu une alerte des scientifiques au monde entier, la seconde alerte. Okay. Puis dans une de leurs recommandations, ils disaient il faut renaturaliser les régions avec des espèces natives et en particulier des prédateurs apex, des prédateurs de pointe. Puis ça, c'est pas juste les lions puis les tigres, là. Ça veut dire ici, au Canada aussi. Puis tout ça pour établir le processus de dynamique écologique. Qui devrait être. Oui. Donc, pour qu'un système écologique fonctionne bien puis soit naturel, bien, il y a besoin de ces prédateurs. Mm-hmm. S'il n'y a pas de prédateurs, si on les élimine, si on les persécute, on les empêche de prendre leur place, on a un environnement qui est artificiel. Yeah. C'est ça qu'on a actuellement. Puis de plus en plus, parce qu'on coupe les forêts, on modifie déjà la dynamique entre les espèces, on favorise les ours, on favorise les orignaux, on nuit aux caribous, puis là, on persécute les coyotes. Et des fois, en voulant les aider, on les aide pas, on fait le contraire. Bien, c'est parce que si on acceptait les lois de la nature, il faudrait reconnaître nos grandes erreurs, puis les assumer. Puis on ne veut pas assumer ces erreurs-là, parce que ça aurait dû être fait il y a longtemps. Madame Benoît, c'est tout le temps qu'on a malheureusement. On aurait pu s'entretenir encore très très longtemps. On aura sûrement l'occasion de vous réinviter d'ailleurs. Donc, on va suivre ça le 7 novembre prochain. Vous êtes en nomination, le prix adulte Inspiration Nature du Musée canadien de la nature. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Et nous, de notre côté, on prend une courte pause et on vous revient avec le reste des actualités de la semaine. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur. Très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. J'ai toujours essayé, là, ma devise a tout le temps été « la vie doit rester le plus normal possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je ne sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est la ressource humaine que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie, là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. Il y a un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment! Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie et tant qu'avoir notre collègue Frédéric Deroy avec nous, pourquoi ne pas parler politique? Alors, on a eu plusieurs nouvelles au niveau politique lors des dernières semaines. Premièrement, on avait eu la ministre responsable de la Gaspésie nommée par la CAQ, soit Marie-Ève Proulx. On a appris qu'elle allait couvrir les îles de la Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Chaudière-Appalaches, donc un très vaste territoire. Mon collègue Jean-Philippe Thibault avait fait le calcul, c'est 294 municipalités qu'elle aura à s'occuper. Donc, Fred, on s'entend qu'il y a beaucoup de pain sur la planche pour Mme Proulx. Et oui. On pourra y revenir d'ailleurs, mais je voulais aussi mentionner que le Parti québécois a présenté son cabinet fantôme de 10 députés. Alors, on sait que Pascal Bérubé est chef intérimaire du parti. Et il y a également là, des ténors qui sont
perçus comme peut-être des successeurs à M. Bérubé, soit Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, et Véronique Yvon, ex-co-chef, si on veut, ou ex-peut-être vice-première ministre à devenir. Donc, Mme Yvon, qui occupe les deux rôles principaux là, dans le cabinet fantôme. Si tu voulais nous en parler, justement. Oui, je vais y aller rapidement. J'ai pas pu retenir tout par cœur, alors je vais lire un petit peu, Dominique. Donc, Sylvain Roy Bonaventure a l'enseignement supérieur, affaires municipales, agriculture et alimentation, forêt, faune et parcs, affaires autochtones. Donc, M. Roy, qui est un peu en convalescence aussi, va devoir se remettre un peu sur pied, mais il disait qu'elle allait s'occuper de ses dossiers en étant un peu plus à la maison, se lire et se préparer. On a d'ailleurs eu la nouvelle hier à l'effet que ces traitements avaient été quand même c'est une très bonne bien nouvelle. réussis. Oui. Et c'est au niveau de la gorge, donc il garde sa voix et tout. C'est une très bonne nouvelle pour un politicien. C'est essentiel. Madame Lorraine Richard de Duplessis, Sécurité publique, Ressources naturelles et développement nordique, Services sociaux. Mégane Perry-Melançon de Gaspé, notre députée. Tourisme, sport, loisirs, saine habitude de vie, jeunesse. Joël Arsenault aux Îles-de-la-Madeleine, Relations internationales et francophonie, pêcherie et mariculture, stratégie maritime. Véronique Yvon, tu en parlais tantôt, éducation, famille, justice, relations Québec-Canada, accès à l'information, soins de fin de vie. Alors, on lui donne vraiment un portefeuille important. Oui, écoute, chacun aura beaucoup de responsabilités. Hein. À seulement 10 députés, il faut se séparer beaucoup de tâches. Oui. Sylvain Gaudreault de Jonquière, santé, environnement et lutte contre les changements climatiques, énergie. Catherine Fournier, une des jeunes stars du PQ, qui monte beaucoup. Économie, immigration, transport, réforme des institutions démocratiques, conditions féminines et métropole. Donc, quand même, plusieurs dossiers assez importants. Martin Ouellette, René Lévesque, leader parlementaire, finances, Conseil du Trésor et stratégie numérique, PME et région. Et enfin, Harold Lebel de Rimouski, whip et président du caucus, aîné et proche aidant, travail, emploi, solidarité sociale, lutte contre la pauvreté et retraite, culture, communication et langue française, habitation, et je reviens au titre de whip. Le whip, un fouet, c'est lui qui s'occupe que les troupes travaillent bien, quand il y a des rencontres, que tout le monde soit là, que tout le monde avance ses dossiers. Donc, c'est M. Lebel qui va fouetter les troupes. Effectivement. Et je te demanderais peut-être rapidement tes impressions, sur le rôle que devra jouer le PQ maintenant qu'il se retrouve en deuxième opposition. Est-ce qu'il doit principalement défendre l'Est du Québec, puisque la majorité des députés vient de là? Puis peut-être aussi un petit mot par la suite sur qui on voit à la tête du PQ là, suite à la prochaine course à la chefferie. Là. C'est une très bonne question, Dominique. Le PQ devra quand même donner le ton pour l'ensemble du Québec. Mais c'est sûr que toute sa députation provient essentiellement de l'Est du Québec, sauf quelques rares exceptions. Donc, aura le rôle de défendre beaucoup l'Est du Québec, qui a souvent été un peu mis de côté en général dans les dernières années. Donc là, on a un groupe parlementaire qui est vraiment tout de la même allégeance et qui va devoir se faufiler et faire son chemin. La CAQ ne pourra pas les ignorer parce que c'est quand même toute une région du Québec. Donc, il y a un certain poids politique qui s'installe par rapport à ça, mais il ne faudra pas pour le PQ laisser l'impression qu'ils travaillent seulement pour l'Est du Québec parce qu'il y a d'autres élections dans 4 ans. Effectivement, oui. Donc, ils devront démontrer que c'est encore un parti qui peut défendre tout le monde. Ce sera un peu le même enjeu pour le Parti libéral qui, essentiellement, les députés proviennent de l'île de Montréal. Donc, devront démontrer, oui, qu'ils défendent les intérêts de leurs électeurs naturels, soit un peu plus les anglophones, allophones, mais qui sont une solution pour le reste du Québec. Donc, le PQ et le PLQ ont un peu le même problème. Oui. Ont été très localisés dans leur députation, mais devront démontrer qu'ils sont un parti qui peut travailler pour tous les Québécois. Mais on l'a vu avec l'élection dans Gaspé, justement, la très, très mince différence entre Alexandre Boulay et Mégane Perry-Melançon, et la même chose s'applique aux îles de la Madeleine, entre Joël Arsenault et Maryse Lapierre, si ma mémoire est bonne. Donc, on sait que le Parti libéral, lorsqu'il présente un candidat de qualité, a une chance de percer les régions. Là.
Oui et non, dans le sens qu'on se souvient que M. Boulay se dissociait du Parti libéral qu'il représentait. C'est un bon point. Donc, il disait votez pour moi et non pas pour le parti. Donc, à quelque part, je crois que le bon score des libéraux dans Gaspé, ce n'est pas tant un score pour les libéraux plus qu'un score pour M. Boulay. Je connaissais pas nécessairement la candidate pour le PLQ sur les îles, mais connaissant un peu les îles où on se connaît beaucoup, j'ai l'impression que c'est un peu le même processus. C'est parce qu'on aimait bien la candidate plus que le parti. Effectivement. Donc, ça sera à voir, mais si on... Parce que je sais que le temps file et je parle beaucoup. Par rapport à la chefferie du PQ, je suis un peu embêté avec, mettons, ceux qui restent comme députés. Je ne sais pas si Mme Yvon va se réessayer une autre fois. Mais je sais que... mais cette fois-ci, elle serait à l'avant-plan, elle ne serait pas deuxième. Oui, mais on regarde un peu comme Mme Marois, dans les années, s'était souvent présentée à la chefferie, ne passait jamais. Et à un moment donné, dans un geste un peu de panique, on a demandé à Mme Marois de rentrer comme chef. Et, parce que Gilles Duceppe avait refusé. Oui, et puis j'ai l'impression que... Ça a mis une chefferie qui était un peu fragile. Puis ça n'enlève aucunement les qualités à Mme Marois. C'est juste que quand on perd toujours la chefferie, mais qu'on se la fait offrir à un moment donné par défaut, ça laisse une espèce de fragilité. Donc, je ne sais pas si Mme Yvon va se réessayer. Elle aurait toutes les compétences pour le faire, mais Mme Yvon, c'est quand même quelqu'un qui est un peu plus douce. C'est pas quelqu'un qu'on sent vraiment agressive ou des fois un chef a besoin de... C'est pas Pierre-Carl Pellado, là. Non, bon. Puis là, tu le nommes. On le voit souvent dans les événements importants du PQ. Il tourne encore autour. J'ai l'impression que ça pourrait être... un qui serait intéressé à aller de l'avant avec la chefferie. Et Sylvain Gaudreau, est-ce qu'on le considère? J'aimerais bien qu'il se présente, mais le PQ, j'ai l'impression, va vouloir avoir une figure de proue assez solide, assez charismatique, pour essayer de se relever là, de cette défaite-là aux dernières élections. Puis il pourrait apparaître des noms qu'on ne voit pas venir présentement. Le PQ a l'habitude d'être capable de nous surprendre. Alors, on va suivre ça avec grand intérêt. On termine notre bulletin en vous parlant de 2 faits divers. Premièrement, à Marsoui, il y a eu l'arrestation d'un individu de 51 ans en lien avec le trafic de stupéfiants. Alors, l'individu avait d'abord été arrêté sur la route 132 à Saint-Fabien, ayant à bord de son véhicule de l'ecstasy, beaucoup de cocaïne, du cannabis, des méthamphétamines. La saisie à sa maison de la rue des Haies à Marsoui a confirmé le tout. Donc, un individu de 51 ans de Marsoui arrêté en lien avec trafic de stupéfiants. Et on termine avec un incendie suspect qui s'est produit à L'Anse-Pleureuse. C'était lundi dernier. Alors, un petit atelier d'artistes sur la route 132 qui a été incendié. Et selon la Sûreté du Québec, il pourrait s'agir d'un incendie criminel puisqu'il y avait personne qui habitait cet atelier-là au moment de l'incendie et pas d'électricité. Et on a quand même retrouvé l'atelier complètement calciné lorsque les pompiers ont été appelés sur place. Alors, ce sera à suivre au courant de la semaine. D'ici là, au nom de mon collègue Frédéric Deroy, mon nom est Dominique Fortier et on vous souhaite une bonne semaine à tous.